Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une séance revival en souvenir du bon temps béni de l'Amstrad CPC 464. Alors j'en entends déjà qui dit c'est quoi ça? Eh ben je vais vous l'expliquer. Le CPC 464 c'est sans conteste l'ordinateur mythique, pour ne pas dire iconique, des années 80. Je vais donc faire un hommage à ce monstre sacré. Conçu et vendu dès 1984 comme l'un des premiers ordinateurs familiaux multitâches, le CPC 464 était fourni avec un écran et un lecteur de cassette. Appréciez le design au passage, hein. Comment qu'il est trop beau avec ses touches colorées! C'était un véritable ordinateur doté de 64 kg de RAM, orné d'un clavier mécanique avec un pavé numérique. Ta mère. Le basique était son résident. Evil. Un lecteur de cassette y était intégré. Il était également accompagné d'un véritable moniteur. Un moniteur, c'est un écran, hein, je le dis pour les jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Pour le faire fonctionner, il suffisait de le brancher dans une seule prise secteur. Un concept génial, pratique et esthétique. Le CPC à écran monochrome était vendu 2990 francs et son cousin en couleur monté à 4490 francs. Il fut un gigantesque succès commercial pour l'époque, avec environ 2 millions d'unités écoulées en France. Le 464 fut ensuite remplacé par le CPC 6128, plus puissant, qui intégrait un lecteur de disquette 3 pouces. Là, c'était la grande classe. Alors oui, pour lancer un jeu, il ne fallait pas être pressé, on avait le temps d'aller boire un café ou de faire une lessive. Tous les heureux possesseurs de ce bijou n'ont pas oublié combien il était agaçant de charger des programmes pendant plusieurs dizaines de minutes. Ça, les jeunes qui vivent dans l'instantané, ils pourraient pas le supporter, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Les caractères à gros pixels laissaient apparaître le célèbre Loading Please Wait pendant le chargement. Durant cette période qui va durer jusqu'à la fin des années 80, Amstrad va jouer un rôle qui mérite qu'on s'en souvienne puisqu'il a permis au budget serré de profiter du foisonnement créatif observé dans le domaine des jeux vidéo. Tous les jeux à succès sur 8 bits, c'est beaucoup quand même, étaient adaptés sur CPC 464, parfois avec un rendu audiovisuel inférieur à ce qui était possible sur C64 ou MSX, mais offrant les mêmes sensations de jeu. C'est grâce à cette profusion ludique qu'aujourd'hui les possesseurs de cette machine s'en souviennent avec émotion. Pour ces heureux vénards dont je fais partie, le CPC 464 évoque bien des souvenirs. Chacun garde en tête une petite musique de jeu ou se souvient d'un joystick éclaté lors d'une partie où il avait fallu secouer l'engin comme un bourrin pour gagner la partie. Ah, quelle belle époque mes amis, quelle belle époque! On n'en fait plus des comme ça. Est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple de jeu de cette époque? Ah bah vu que j'ai mis les cassettes de Bruce Lee dans le computer, et bah autant se refaire une petite partie. Bruce Lee, tout le monde le connaît, c'est ça. Et bien l'adaptation du jeu est, comment dire, différente. Là, notre célèbre maître du Kung-Fu doit explorer une forteresse chinoise appartenant, nous dit la notice, à un sorcier, pour lui ravir ses richesses et obtenir le secret de l'immortalité. On peut pas dire que ça lui a vraiment réussi à Bruce Lee. Hein. Si je me souviens bien, il y avait 19 salles à traverser. Pendant leur exploration, Bruce Lee était sans cesse harcelé par un ninja teigneux armé d'un bokken et d'une espèce de gros tas de graisse verdâtre qui, selon la notice, se nomme Yamo. Bien sûr, la forteresse était truffée de pièges, genre des décharges électriques, des espèces de geysers à la con, ou d'après ce qu'on me dit, ce serait des projections de buissons ardents chinois. Je sais pas ce que c'est pas clair. Il fallait décrocher des lanternes jaunes pour ouvrir des panneaux qui permettaient de progresser. La tristesse d'un jeu comme Bruce Lee, c'est que c'est pas vraiment du Bruce Lee. Il y a peu de place pour le combat. Les échanges se limitent aux coups de pied et aux coups de poing. De leur côté, le ninja ne peut donner que des coups de bokken, tandis que Yamo se sert de ses 4 membres en beuglant comme une grosse vache. De même, le ninja et Yamo n'arrivent pas vraiment à nous casser les bonbons, puisqu'ils sont incapables de remonter aux étages à l'aide des lianes comme le fait Bruce Lee. Les pièges ne sont pas particulièrement difficiles à passer, toutefois la salle au rayon laser peut s'avérer assez décourageante. Il ne faut pas que de l'adresse pour réussir, il faut aussi de la chatte. Allez, oh bah non! Bon allez, décontrasté. Hop, 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 hop. Ah non! Putain, c'est abusé là! Oh non, mais c'est pas possible! Allez, hop, allez, on y croit, je suis un winner. Allez, va mourir, va! Ah non, putain, ta mère la pute, putain! Ah oui, là, allez, on y croit, Oh oui, je suis magnifique! Oui! Mais moi je trouve qu'il y a eu de la chatte quand même! Ça tient lourd le comique de répétition. L'animation des personnages est correcte. Ok, leur graphisme laisse à désirer, leurs formes sont trop rectilignes, et il n'est pas fait usage, sans doute à cause de l'adaptation des 16 couleurs que l'on avait la possibilité d'avoir dans ces jeux. Toutefois, commencer à jouer à ce jeu peut avoir quelque chose d'hypnotisant, et bien vite, on se laisse aller. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs, quand j'ai ressenti le jeu pour rigoler un peu. Voilà, c'est fini, je reviendrai prochainement pour un autre jeu de mon enfance. D'ici là, je vous la souhaite longue et vigoureuse. À bientôt les geeks.